Alors bonjour tout le monde. Alors j'interagis principalement avec les départements informatiques et réseau et télécom. Et puis je passe maintenant depuis 3 ans une bonne partie de mon temps aussi en délégation CNRS notamment. L'année prochaine, délégation INRIA et à Grenoble avec Denis. On a des sujets effectivement recherche, mais la session de maintenant, c'est plus sur des questions de formation. Donc on vient de voir, et je remercie encore une fois Denis pour son intervention, qu'au final, le défi climatique, c'est le défi du XXIe siècle. Donc on pourrait avoir une vision un peu pessimiste, mais un jour ou l'autre, il faut quand même se réconcilier avec soi-même, avec ses idéaux, avec les autres aussi. Et donc une façon peut-être de se réconcilier avec les autres, c'est de regarder chacun à son niveau ce que l'on peut faire. Nous, on est des formateurs, des enseignants aussi à la base, donc on doit jouer un rôle pour raconter ce qui se passe et puis éventuellement donner des pistes de solutions pour le futur. Donc sur la thématique formation, nous avons 3 intervenants. Un collègue donc, qui nous vient de l'IUT d'Aix, qui va se présenter tout à l'heure. Notre collègue de l'IUT de Bobigny également. Et puis un professionnel, j'allais dire, de la profession, Jean-Philippe également, qui nous vient de Salvia, qui est tout proche de Villetaneuse. Donc, le premier round de questions va être en fait très simple. C'est pouvez-vous vous présenter brièvement en précisant vos métiers et vos fonctions respectives. Jean-Philippe Guigou, donc moi je travaille dans l'informatique, mais je viens de l'ingénierie en système mécanique. Je le précise parce que vous verrez que ça a une importance dans le reste de l'intervention. Et aujourd'hui, je travaille comme directeur technique chez Salvia, donc qui est un groupement d'éditeurs logiciels. Je fais de la direction technique depuis 10-15 ans maintenant. Donc c'est des équipes de R&D, principalement de l'édition logicielle. Et nous, on a une caractéristique, c'est que les 6 entreprises pour lesquelles je fais la direction technique sont des entreprises qui travaillent sur le domaine de l'immobilier. On crée des logiciels pour l'immobilier, que ce soit du financement, du montage d'une opération immobilière, jusqu'à la gestion des locaux sur les bailleurs sociaux, la maintenance aussi, la maintenance assistée par ordinateur des bâtiments, etc. On travaille en fait sur l'ensemble du processus autour des bâtiments. Et il se trouve, alors la raison pour laquelle j'interviens sur ce sujet, il se trouve en fait que moi je me suis occupé de ça assez tôt. La thèse que j'ai fait en master, c'était une thèse sur le désassemblage et la recyclabilité dans les voitures. Donc j'ai produit un petit logiciel qui permet de gérer le désassemblage des voitures, la compatibilité des plastiques lors du recyclage, etc. Et puis le premier livre que j'ai écrit, c'était sur la performance, en particulier énergétique, des algorithmes. Donc c'est à ce titre-là que j'interviens aujourd'hui surtout. Donc Jean-Philippe aussi, Prost. Je suis enseignant-chercheur en informatique à l'université d'Aix-Marseille. Je viens de l'IA, il faut s'en excuser en fait à ce stade, d'un sous-domaine qu'on appelle le traitement automatique des langues. Donc là, c'est double excuse, parce que c'est un des sous-domaines d'où viennent beaucoup de problèmes. Enfin bon, disons au vu des chiffres, hein, on ne va pas revenir sur la question du problème. Symbolique pour ma défense, donc de l'IA symbolique. J'enseigne en IUT, en informatique, dans les 3 années, BUT 1, 2 et 3. Et je suis venu à l'éco-responsable. C'est une démarche qui prend plusieurs années. Et puis j'ai fini par réaliser l'importance du mot urgence dans urgence climatique dont on entend parler beaucoup. En fait, le fait de comprendre à quel point c'était effectivement une urgence m'a fait me dire qu'il fallait prendre des mesures d'urgence. Donc j'ai entrepris une bifurcation scientifique de recherche, ça prend un peu plus de temps. Donc ça, mais bon, j'essaye
m'y coller. Et puis dans les enseignements, il y a une étape de questions où on parlera des difficultés. C'est pas forcément beaucoup plus simple. Mais donc voilà, donc j'introduis de l'éco-responsabilité dans mes enseignements. Et c'est pour ça que je suis là pour vous en parler. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Abdel Benchena, je suis enseignant-chercheur à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Je suis donc à l'IUT de Bobigny, au département métier du multimédia et de l'Internet. Donc, pour ce qui est mon rapport personnel par rapport à cette question, en fait, il est arrivé plus par la partie recherche que par la partie enseignement au départ. Dans une partie de ma carrière d'enseignant-chercheur, j'ai été amené en fait à travailler sur la question des rapports nord-sud au prisme du numérique en sciences de l'information et de la communication. Et à partir de là, j'ai été amené en fait à observer comment la question, par exemple, de la circulation des déchets électroniques au niveau mondial, comment elle est abordée. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, j'ai été aussi amené en fait à travailler sur ces questions des minerais aussi, toujours par rapport à la question rapport nord-sud du point de vue du numérique. Donc ça, c'était dans le cadre d'un travail de recherche que j'ai mené il y a quelques temps. Concernant le travail de l'IUT, en fait, ce que je vais essayer en fait de vous rapporter ici, c'est pas seulement comment on a intégré cette question dans nos enseignements. Pas que moi, mais en tout cas, ça va être sur la totalité de l'équipe, comment chaque membre de l'équipe, en fait, a commencé à intégrer cette question dans les enseignements qui sont dispensés au niveau du département métier du multimédia et de l'Internet. Voilà. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur l'aspect, dans quelles circonstances vous avez été confronté à la problématique que l'on évoque aujourd'hui? Jean-Philippe? Oui, alors je vais réélaborer un petit peu plus. Moi, comme je vous disais, j'ai été confronté à ça dès mes années de master. Et c'est un sujet qui vient systématiquement du personnel. Beaucoup de personnes aujourd'hui dans les entreprises portent le numérique responsable parce qu'ils ont une démarche personnelle d'écologie. Moi, je ne prends plus l'avion, j'ai quelques choix comme ça, je mange presque plus de viande. C'est des choix perso qui sont les miens, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce que je peux en faire en le démultipliant dans l'entreprise. Et pour ça, il faut amener en fait du concret. Une des premières difficultés sur l'exposition sur l'écologie dans l'entreprise, c'est que vous devez amener l'ensemble d'un CODIR, dont des gens qui ne sont pas nécessairement aussi sensibilisés à ces points de vue que vous, ce qui est tout à fait normal. Il faut tous les points de vue dans un CODIR pour que ça fonctionne bien. Il faut les amener à l'écologie avec des arguments qui les touchent. Et un des premiers trucs sur lesquels vous devez faire comprendre le rapprochement, c'est que l'écologie égale économie. Si vous voulez pousser des actions en fait, sur l'écologie dans une entreprise, vous n'arriverez pas à pousser des actions qui nécessitent un investissement et qui ne rapportent que de l'image ou que de l'écologie. Ça n'intéressera pas une entreprise. Il faut mettre le paquet sur des actions où vous allez faire voir que c'est aligné avec une économie. Quand je vais voir un CODIR en disant moi j'ai un plan pour diminuer nos serveurs de 180 à 60, là on écoute, et on n'écoute pas parce que ça va permettre de réduire le CO2. On écoute parce que ça va nous permettre de diminuer notre facture d'hébergement par 3. Et même par 2, parce qu'en fait les coûts augmentent tellement que justement on va limiter ces coûts et on va arriver à les baisser parce qu'il y a des mesures écologiques. Donc moi c'est ça qui m'a amené à faire de l'écologie industrielle, c'est d'abord une compétence, un besoin personnel, et puis le fait de m'être rendu compte qu'il y a une façon de le faire dans l'entreprise et qu'on peut pousser des entreprises, si on fait voir l'intérêt, à faire de l'écologie. Je disais que j'étais venu par la notion d'urgence. Je vais faire un parallèle avec s'il y a des informaticiens dans la salle, puisque j'ai entendu qu'il y avait des BUT 1. Pour moi, la notion d'urgence, ça a vraiment un caractère exceptionnel. Il y a quelque chose dans l'informatique qu'on appelle la programmation événementielle, qui consiste à gérer des événements et avoir un traitement qui correspond à tel ou tel événement. Cliquer sur une souris, ça fait afficher un menu, c'est un événement. Et puis, dans ce type de traitement événementiel, il y a ce qu'on appelle la gestion des exceptions. Et la gestion des exceptions, c'est j'interromps tout parce que j'arrive au bout de l'espace de stockage.
Et ce que je veux, c'est écrire un fichier, peu importe. L'événement exceptionnel, c'est je n'ai plus de place, et donc j'arrête tout ce que je fais. Et la priorité, ça devient par-dessus toutes les autres. La priorité, c'est le sens qu'on donne au sens, c'est le sens du mot priorité, je veux dire. C'est qu'on arrête tout et qu'on passe à la gestion de cette exception-là. À mon sens, l'urgence climatique aujourd'hui, c'est un traitement d'exception que ça demande. Voilà. Et donc ça nécessite, à mon avis, de tout arrêter, jusqu'à un certain point évidemment, mais ça nécessite de revoir nos propres modes de fonctionnement, à commencer par mes pratiques professionnelles. Voilà. Merci. Alors très concrètement, que faites-vous aujourd'hui en matière d'enseignement, formation à l'éco-conception? Quel est votre public, votre méthodologie et vos pratiques en fait réelles? Alors j'aime beaucoup le premier mot, concrètement, parce que moi c'est ce qui me permet de tenir aujourd'hui par rapport à l'éco-anxiété qu'on a. Quand on voit tous les rapports qui s'enchaînent, les trucs comme ça, c'est bon, n'en jetez plus. Moi, je suis très concerné par ça, mais j'en peux plus d'entendre les rapports, quoi. Et ce qui me fait tenir, c'est justement parce que je fais des actions de formation, pas comme la plupart du public ici l'entend, hein, encore que je fasse quelques cours à Vannes, à l'ENSIBS, à l'ESEP à Angers, je donne quelques cours, mais globalement, moi, ma formation, c'est la formation de mes ingénieurs. Et ça consiste très concrètement à les former à développer de manière rationnelle en économie d'énergie. Alors c'est tout bête, hein. Concrètement ça se passe avec des petites prises électriques qui mesurent l'électricité. Et une des formations que je fais, on branche les prises électriques, on enlève les batteries des portables, hein, parce que sinon ça fausse l'effet de consommation. Et puis on teste des façons de programmer, des algorithmes, des façons de faire, et on regarde comment évolue la consommation électrique. C'est aussi bête que ça. Et ce qui est vraiment étonnant, et ça c'était le sujet principal de mon premier bouquin en 2011, c'est qu'avec 3 actions hyper bêtes, hein, des trucs que n'importe quel stagiaire en informatique il comprend tout de suite, vous pouvez diminuer quasiment de 90 à 95% les problèmes de performance. Je parle de performance énergétique, hein, encore une fois. Quand je dis performance, ne l'entendez pas en disant il faut aller plus vite. Il faut mieux utiliser les ressources qu'on a. Et aujourd'hui, je le redis, 95% des problèmes de surconsommation qu'il y a dans les algorithmes, c'est 3 causes principales. La première cause, c'est on boucle sur des opérations d'entrée-sortie. C'est-à-dire qu'au lieu d'appeler une bonne fois pour toutes la base de données à distance sur le réseau, de rapatrier les 10 données dont on a besoin et de les traiter, eh ben, on fait une boucle qui va chercher les 10 données une par une et qui repasse sur le réseau. Ça paraît bête hein, quand on le dit comme ça, hein, mais quand on a 3 niveaux d'interaction, on ne sait pas nécessairement ce que la fonction elle fait derrière. Un profiler, il va vous dire ça tout de suite. Il va vous dire là, il y a 90% de l'algorithme qui fait des allers-retours à la base. Spot on. C'est 80% en fait des cas, c'est ça. Et les 15% qui restent, c'est les 2 grands classiques. Vous faites de la concaténation de chaînes à la volée, au lieu de réserver de l'espace mémoire. Ça fait travailler garbage collector, ça prend un temps fou. Et puis, on parlait des exceptions tout à l'heure. Le 3e cas, c'est ça. C'est vous utilisez des exceptions dans des cas qui ne sont pas exceptionnels. Les exceptions, comme le nom l'indique, c'est le disque dur, il est plein. J'attendais un entier et j'ai une chaîne, c'est marqué coucou, donc je ne peux pas la parser, je pars en exception. Dans tous les cas où vous savez que le cas il peut arriver, qu'il est peut-être pas fréquent mais qu'il est normal, par exemple vous avez une saisie utilisateur, vous ne faites pas un parse d'un entier. L'utilisateur il peut saisir n'importe quelle bêtise. Donc vous faites un try parse et vous ne générez surtout pas d'exception parce que l'exception elle est faite pour ça, elle est faite pour le cas exceptionnel. Et l'exception elle coûte énormément cher, elle arrête la totalité du processus mémoire, quoi. Et ça coûte une exception, en gros, c'est 80 fois le coût d'une égalité. Ces 3 choses-là, c'est tout bête, mais ça vous gère 95% des problèmes de performance que vous avez dans vos logiciels. Et en les mettant en œuvre, ça arrive très fréquemment que sur des TP que je fasse avec les prises électriques, on descende d'algo qui, sur des portables, vont consommer 30-40 watts à 5 à 6 watts. Et ça, c'est l'impact sur la perf, sur la puissance. Mais comme en plus on améliore le temps passé, la consommation totale, c'est l'intégration, c'est l'intégrale des deux. Hein.
Donc on peut faire des gains très facilement sur certains algos qui n'ont jamais été optimisés, 90-95% d'électricité consommée. Et ça, voilà, c'est le truc qui me permet de tenir, c'est d'avoir ce type d'approche très concrète où à la fin de la formation, les développeurs déjà, ils vont faire beaucoup plus gaffe à la façon dont ils vont faire leur code après. Et puis, on voit de nos yeux vus que la consommation, elle baisse, qu'on va pouvoir utiliser moins de serveurs. Et il y a un vrai grand plaisir à diminuer le nombre de serveurs sur un cloud, quoi. Et de dire, voilà, la semaine dernière, sur tel BU, là, on avait 6 serveurs, on a réussi à descendre à 5. Parce que, on a fait l'effort sur la programmation, on a juste mis un petit peu de jus de cerveau, et puis on baisse. Et ça, c'est vraiment ce qui est motivant. Je pense qu'il y a vraiment besoin, pour moi, d'une approche lassalienne sur ces sujets-là, quoi. Il faut absolument mettre les mains dans le cambouis pour 2 raisons. Une, on en a parlé plein de fois, hein, parce qu'il y a une urgence. Donc maintenant, il faut arrêter de faire des tableaux, des trucs comme ça. Il faut même arrêter de s'occuper des gens qui n'ont pas de réchauffement. On perd du temps, il n'y a pas besoin d'expliquer à ces gens-là, quoi. Faut juste, on est tous conscients qu'il faut faire quelque chose. Donc il faut y aller, faire du concret. Et puis, il y a un effet super intéressant, c'est que ça diminue l'éco-anxiété, quoi. Quand on fait quelque chose, on n'est pas en train de se pourrir la tête en se disant où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fera dans 10 ans, comment ils vivront mes gamins, etc. C'est à peu près le seul moyen de se débarrasser. Enfin, personnellement, c'est le moyen que j'ai trouvé pour me débarrasser de mon éco-anxiété. Je ne vais pas prendre la question sous le même angle du tout. C'est difficile de parler de la question 3 qui est sur ce qu'on fait concrètement en évitant la question 4 qui est quelles sont les difficultés qu'on rencontre. Le terrain est jalonné de difficultés, donc je vais essayer de les garder pour la suite. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'enseignement en IUT, il est très borné par un programme national qui n'est absolument pas conçu du tout pour intégrer la moindre notion d'éco-conception ou d'éco-responsable que ce soit, malgré les mots-clés qui ont été après coup saupoudrés ici et là, mais qui n'ont strictement rien changé. Et il n'y a absolument aucune réflexion transverse. Donc vous voyez, je dis c'est difficile de parler de ce que je fais sans parler des difficultés, je commence par ça. Mais c'est quand même le contexte qu'il faut comprendre pour comprendre le degré de ce qu'on fait, en fait. Donc ce que j'ai choisi de faire, seul dans mon coin, entre parenthèses, même à l'échelle de mon département, s'il y en a qui nous regardent, oui, effectivement. C'est pas de la mauvaise volonté, hein, c'est lié aussi au fait que justement on est très contraint. Alors ce qu'on arrive quand même à faire, c'est intégrer, pousser un petit peu les murs. On arrive à intégrer des aspects de sensibilisation, donc des grands chiffres, un petit peu dans l'idée de l'introduction qu'a faite Denis. On arrive à avoir des notions de conception qui font partie de toute façon de cours classiques d'informatique, comment concevoir un logiciel. On arrive à intégrer certains éléments, au moins théoriques, de ce qu'on appelle l'éco-conception, encore que ça, on atteint très très vite les limites dès lors qu'on veut mettre en pratique ces grands principes-là. Je pense que la partie la plus aboutie à laquelle je suis arrivé, c'est en 3e année en l'occurrence, c'est d'adapter un cours de qualité, alors il s'appelle cours de qualité logicielle. Là, je me suis inséré dedans en me disant il faut en faire un cours qui s'appuie essentiellement sur un critère de qualité environnementale. C'est un cours qui, en l'occurrence, est ramené à un cours de mesure. Donc, comment faire de la mesure de qualité de logiciel, que j'ai réduit au minimum pour les aspects strictement théoriques. Il faut prendre des critères en compte, des critères qu'on appelle des critères de qualité, et j'ai mis le paquet sur voici des critères qui sont au même titre que les autres des critères, et donc d'impact environnemental. Donc typiquement, on a l'impact, on a une mesure qui est franco-française, qu'on a la chance d'avoir et qu'il faut utiliser, qui s'appelle l'éco-index, qui peut avoir plein de travers, mais peu importe, elle existe, elle est là. C'est une mesure qui permet de mesurer la qualité environnementale d'un site web. Donc là, c'est quelque chose de très appliqué, qu'on peut vérifier, qu'on peut relier à un certain nombre de choses. Et puis ensuite,
Alors là encore, il faut mentionner une difficulté, c'est qu'il y a très peu de manuels, il y a très peu de matériel pédagogique sur lesquels on puisse s'appuyer pour ensuite en faire la synthèse et en rendre compte aux étudiants. Et donc il faut faire avec l'état des connaissances, ce qui m'a amené à typiquement partir d'articles de recherche et transformer des expériences qui sont rapportées dans les articles de recherche en travaux pratiques. Donc typiquement, faire alors, ça aussi, ça a des limites parce que la reproductibilité des articles, elle est souvent très très limitée. Donc c'est compliqué de trouver même des articles qui soient reproductibles. Mais en l'occurrence, j'ai trouvé une série d'articles, dont un en particulier qui parle de l'impact du calcul haute performance, ce qu'on appelle le HPC. Donc au-delà de l'IA, tous les traitements informatiques qui demandent des quantités de calculs phénoménales en nombre de machines, en temps, en espace. Et donc les faire toucher du doigt par des mesures, ce que ça représentait, avec 3 domaines d'application, la simulation climatique, évidemment, parce que c'est des modèles mathématiques qui demandent des temps de calcul considérables, avec un aspect prévision météorologique, parce qu'il y a un aspect délai temporel qui fait qu'on a besoin d'énormément de machines parce qu'on veut faire la prévision pour demain et que donc on ne peut pas se permettre d'avoir un modèle qui tourne pendant 6 mois. L'IA, évidemment, et le minage de Bitcoin. Bon, pour les difficultés, ce sera l'étape d'après. Merci. Bon, je ne vais pas vous faire une deuxième couche concernant les programmes des BUT et leur façon comme ils ont été conçus avec cette réforme. Mais je vais revenir plus particulièrement sur le cas du BUT métier du multimédia et de l'Internet. Alors, pour contextualiser très rapidement, le BUT métier du multimédia et de l'Internet forme des futurs professionnels dans le domaine soit du développement web et mobile, soit des personnes qui vont travailler plus sur les métiers de la création numérique, soit encore un autre groupe de personnes qui vont travailler plutôt sur ce qu'on appelle les stratégies de communication numérique. Donc en fait, vous voyez en fait le corps professoral ou l'équipe pédagogique en fait de ce BUT, il est composé de ces 3 profils, si on peut dire. Donc on a des collègues qui sont de la 27e section, il y a, ce qui veut dire informatique, des collègues qui sont plus de la 71e section, ça veut dire sciences de l'information et de la communication, d'où je suis, et une 3e catégorie de collègues qui sont plus sur les métiers de l'art, création numérique, audiovisuel et des spécialités de ce genre. Donc tout ça, pourquoi je vous décris tout ça? Tout simplement pour que vous voyez en fait comment nous, on a cherché à intégrer ça malgré le fait de ce programme qui est totalement fermé, qui n'a où ils ont mis quelques petits mots à droite et à gauche pour montrer que c'est fait, mais en réalité, il y a vraiment un gros problème qui se pose avec ce programme actuel. Toutefois, nous, on a commencé à travailler avec les étudiants, mais vraiment avec un objectif plus de sensibilisation, avant l'arrivée de la réforme, avant le but en fait. Donc déjà dans le cadre par exemple des licences professionnelles ou des anciennes licences professionnelles, on a commencé en fait à aborder ces questions-là, mais c'est toujours par rapport à l'affinité de l'enseignant ou de l'enseignante en fait. C'est pas quelque chose qui est marqué dans le marbre ou quelque chose qui est il faut le faire. En fait, c'est avant tout par aussi l'intérêt que porte l'enseignant ou l'enseignante à cette question. Par exemple, pour les licences professionnelles, on a commencé à aborder ça dans un cours qui est plus autour de la socio-économie du numérique. Et là-dedans, on a commencé à aborder des questions du type la question des déchets électroniques. Donc ça, on a commencé à parler d'aborder cette question-là à partir des déchets électroniques. On a commencé aussi à parler de ça à partir de la question des usages.
Ça veut dire, faut-il absolument changer son portable tout le temps? Faut-il sensibiliser les étudiants sur ce type de questions? D'autres collègues qui sont plus sur la dimension programmation, tout ce qui est plus numérique, tout ce qui est plus développement, eux, en fait, ils abordent la question plus sur la façon d'écrire le code, de l'optimiser. J'ai eu des échanges avec mes collègues hier et avant-hier pour que je puisse vous rapporter ce qu'ils faisaient par ailleurs. Il y a aussi, donc ce sont des choses qu'on a commencé en fait à intégrer déjà avant, si on peut dire. Avec la réforme du but, les choses sont corsées encore plus. Ça veut dire que, en fait, il y avait plus de place. Il y avait quasiment plus de place, où on était en fait obligé, amené en fait à créer ce qu'on appelle l'adaptation locale. Pour les collègues qui sont dans les IUT, ils voient de quoi je parle. Dans cette adaptation locale, on a essayé de créer des petits modules qui portent pas forcément que sur la question des enjeux environnementaux, mais on a monté en fait tout un module autour de 18 heures, c'est pas grand-chose, mais sur la question des enjeux du numérique. Et là-dedans, en fait, on consacre 2 séances aux questions liées aux enjeux environnementaux du numérique. Pour les premières années, ça c'était pour les buts 3, pour les 3e années. Pour les buts première année, en fait, un collègue, donc Pascal Vaillant, en l'occurrence, lui, il aborde il a 2 séances. Donc vous voyez, c'est vraiment très très peu, c'est pas grand-chose. Une séance en fait où il aborde en fait donc la question de l'impact, de tout ce qui est les enjeux environnementaux. Ça c'est le premier cours qu'il dispense. Et le deuxième cours, il porte sur la question de la sobriété numérique. Donc vous voyez, en fait, on est vraiment sur des petites interventions. Voilà. Je vais vous demander de faire en 1 minute 30 maximum par intervention. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées à ce jour dans vos pratiques ? Alors en 1 minute 30, donc, les 2 grandes difficultés, on va dire. La première, je vais la résumer par un slogan que vous connaissez certainement tous. Think big, start small, but start, bordel. On parle de beaucoup de choses, on a plein d'études, etc. Ok, c'est très bien, mais moi, ce qui m'intéresse en tant qu'ingénieur maintenant, c'est de dire, ok, comment est-ce qu'on résout le problème? Alors oui, effectivement, il faut bien sûr réfléchir, faire son bilan carbone pour savoir où est la priorité, pour ne pas s'attaquer à un problème et se rendre compte 1 an après qu'il y en avait un autre qui était beaucoup plus gros et sur lequel nos efforts, ils auraient pu être mieux faits. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est plutôt en paralyse d'analyse sur ce genre de choses-là et on passe beaucoup de temps sur le diagnostic. Alors qu'en fait, il vaut mieux s'attaquer à un truc, commencer à avoir des résultats. Et les résultats vont vous faire voir aussi potentiellement qu'il y a une autre piste qui est intéressante à voir et vous allez en creuser plus et plus. Donc ça, pour moi, c'est la première difficulté à laquelle il faut s'attaquer, c'est ça. C'est vraiment penser global, mais agir et agir tout de suite. Commencer. C'est ce qui aide aussi à se débarrasser de l'éco-anxiété. Et la deuxième grosse difficulté, qui est liée à l'informatique, moi de mon point de vue, c'est que l'informatique n'est pas une industrie. L'informatique est encore un artisanat. On ne standardise rien. Toutes les entreprises refont chacune, réinventent la roue avec une gestion des utilisateurs, une gestion des documents. Tout ça s'est refait 14 fois par boîte à chaque fois qu'on recrée un projet. Ça existe déjà. C'est en open source. Il y a des standards. Il faut les utiliser, quoi. Il ne viendrait pas à un seul constructeur automobile aujourd'hui de dire nous, on fait notre propre filtre à huile. Le filtre à huile, c'est un truc avec un alésage de 12, il y a 2 tailles pour le monde entier, c'est un joint de 66, et ça s'adapte. Vous prenez votre filtre à huile sur une bécane, vous la mettez sur une autre, ça fonctionne. Il faut qu'on fasse pareil dans l'informatique, et aujourd'hui, la vraie difficulté qu'on a, c'est une fascination pour la technique. Et je sais que ça peut faire bizarre d'entendre ça d'un directeur technique, de quelqu'un qui fait de la programmation depuis 11 ans. J'adore mon métier. Mais je pense que tout le monde est beaucoup trop fasciné par la technique. Le Bitcoin, on se dit, mais c'est merveilleux, ça nous permet de nous passer d'un tiers de confiance qu'à un banquier. Ok, mais au prix d'une preuve de travail qui va consommer jusqu'à 2% de l'électricité mondiale, qui quand même l'année dernière a fait des morts.
au Kirghizistan. Parce que quand la Chine a dit on reporte toutes nos fermes de minage, il n'y a plus de ça en Chine, toutes les fermes de minage se sont portées au Kirghizistan, dans des pays comme ça, où il y a énormément d'électricité qui vient de l'hydroélectrique, et les villes n'étaient plus desservies en électricité. En hiver, quand il fait moins 30, plus d'électricité, c'est plus de chauffage, il y a eu des morts à cause de ça, quoi. Donc il faut regarder cette fascination, à quoi ça amène. De la même manière, l'IA, c'est vrai, ça fait rêver sans arrêt. Moi, j'ai mes directeurs marketing qui viennent me voir sans arrêt en disant « Jean-Philippe, j'aimerais bien mettre de l'IA dans le logiciel. » Mais tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire en IA? Parce qu'en fait, dans 90% des cas où ils me disent « j'aimerais faire ça », il n'y a pas besoin d'IA, et de faire un algo qui le fait. On va faire un petit peu de business intelligence, on va mettre un rapport qui va bien, et ça va se passer sans IA. Ouais, mais j'aimerais bien mettre un tampon, il y a de l'IA dedans. Mets-le. Et puis si quelqu'un dit, mais elle est où l'IA, t'inquiète, je lui expliquerai, il y en a plein dans les outils qu'on utilise derrière, etc. Il y en a déjà plein. Si c'est juste argument marketing, on peut le faire. C'est ça la vraie grosse difficulté pour moi, c'est industrialiser et se départir de cette fascination technique qui fait qu'on utilise des outils au lieu d'avoir un but à atteindre avec. L'autre, Jean-Philippe, pour conclure. Alors, j'ai peur qu'avec le temps, il faille regrouper les difficultés et les défis, manifestement. Oui. Pour moi, les deux difficultés, outre celle administrative, la première, c'est la maturité du domaine, en fait. C'est que c'est compliqué l'état de maturité est tel que c'est compliqué, lorsqu'on enseigne, de dépasser le stade strictement analytique, c'est-à-dire... alors on peut donner tous les chiffres, etc. On peut expliquer, voilà, tu dois analyser le coût de ton logiciel. Passer à la pratique de quelles sont les solutions, ça c'est pour l'instant c'est vraiment très compliqué. Et le deuxième, c'est alors avant peut-être un truc de plus sur pourquoi c'est compliqué. La gestion des ressources et le fait que les ressources soient limitées et qu'il faille gérer cette limitation des ressources, c'est quelque chose que l'informatique, en tant que domaine scientifique, a intégré dès sa naissance, en fait. Dès sa naissance, on a su que les capacités de calcul étaient limitées, les processeurs sont limités, la mémoire est limitée, les disques durs sont limités. Et donc, en tant que discipline scientifique, on a intégré ces questions-là en tant que questions scientifiques, typiquement les questions qu'on appelle de complexité, qui consistent à calculer quand on peut, ou évaluer, ou estimer le coût d'un algorithme en temps ou en espace. Ça, on sait faire, en fait. La difficulté, c'est... donc, c'est pas ça la sobriété, en fait. La difficulté, quand on enseigne, c'est le deuxième point que je voulais faire, donc c'est un petit peu le point entre les deux. Enseigner la sobriété, c'est une question d'usage, en fait. Qu'est-ce qu'on fait de ces gains? Quand on transforme un algorithme et qu'on enseigne comment je réduis la complexité de mon traitement, et donc je lui fais utiliser moins de temps et ou moins d'espace, passer de ça qu'on fait depuis plusieurs dizaines d'années, il n'y a rien de nouveau, passer de ça à je ne m'en sers pas pour acheter un téléviseur ou je sais plus quels étaient les exemples de Denis. Ça, c'est vraiment compliqué. C'est ce que. Alors moi, j'aime bien donner un autre nom à l'effet rebond dont va parler Denis. C'est le paradoxe de Jevons. L'expression vient des sciences économiques, ce qui est doublement intéressant d'ailleurs. Le paradoxe de Jevons, donc c'est le fait que quand on fait un gain d'utilisation d'une ressource, ça conduit à une augmentation de la demande. Et donc, paradoxalement, à une augmentation de l'utilisation de la ressource sur laquelle on a économisé, dont on a cherché à économiser le gain. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe quand on enseigne la complexité et qu'on veut le faire à des fins. C'est visible tous les jours. Si on fait aujourd'hui de l'IA, c'est précisément parce qu'on a été très fort sur les questions d'optimisation et d'amélioration des gains. Et donc, passer de ça à l'usage de ces résultats scientifiques à des usages de sobriété, là, mon métier d'enseignant, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas comment faire. Parler de difficultés et de défis, moi, je pense que ça revient à la même chose. Je pense que notre rôle, en fait, d'enseignant-chercheur, c'est aussi de transmettre et chercher à forger, en fait, un esprit critique chez nos étudiants. Et je pense que c'est quelque chose qui est quand même important dans la mesure où les inviter à s'engager, ça je pense que c'est quelque chose aussi qui me semble
très, très importante. Et surtout, essayer en fait d'expliquer en fait à nos étudiants actuellement le fait qu'en fait qu'ils sont les premiers à être concernés par ces questions-là et par cette question de sobriété numérique. Je pense que si on arrive à faire ça, je pense qu'on aura réussi notre mission, en tout cas en partie au niveau de l'enseignement. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci beaucoup pour pour cette conclusion. Je pense que c'est un volet positif. On va terminer une chute presque glorieuse. On va terminer cette session là-dessus. Donc, je vous remercie tous les trois.